Bien, bonjour à toutes et à tous pour ce dernier midi de l'IREMO de l'année. Et donc pour cette occasion, on a trouvé un invité exceptionnel que vous connaissez tous, Jean-Pierre Filiu. Le prétexte, mais qui va quand même être l'objet de notre débat, notre rencontre, c'est son dernier livre, Le miroir de Damas. Pour le présenter, je dirais que c'est sans doute un des meilleurs experts de la question syrienne, entre autres, et qu'il la traite à la fois, c'est ça sans doute l'originalité, en historien, mais aussi en chercheur de terrain et en citoyen. Il n'y a pas là les césures officielles entre le travail universitaire et le reste. Et donc c'est peu de dire que Jean-Pierre Filiu a la Syrie au cœur. Et pour ne me permettre de trahir un secret, peut-être il va m'en vouloir, lors de la prise d'Alep-Ouest par l'armée de la dictature et ses alliés, Jean-Pierre a été extrêmement atteint par cette tragédie. Et moi, je m'attendais à une réponse qui soit une réponse d'un texte politique, d'un texte... Et non. Voilà que sort, évidemment préparé avant, un livre qui est au contraire un livre de plongée dans la très longue histoire de la question syrienne. J'allais dire les siècles, en fait, c'est presque les millénaires, en tout cas au début du livre. Et donc, je crois que ce livre nous incite à prendre, voilà, je vous en prie, à prendre le recul nécessaire pour réfléchir sur ce qu'a été l'histoire de ce pays, qui explique aussi, pour une part, pas seulement bien sûr, ce qui lui arrive. Alors dans son livre, on rencontre Paul, évidemment. Comment ne pas rencontrer Paul sur le chemin de Damas? On rencontre Constantin, Saint-Siméon, Abou Bakr, Ali, Hussein, Saladin, Noureddin, les Mongols, Tamerlan, Soliman, Louis XIII et Louis XIV, Mohamed Ali, Abdelkader, les jeunes Turcs, le génocide arménien, le shérif Hussein et son fils Faisal, Sykes et Picot, évidemment, le général Gouraud, Léon Blum, le général de Gaulle. Enfin, on est dans un récit extrêmement captivant et qui est d'autant plus passionnant à suivre qu'il est parsemé d'allers-retours sur la période actuelle. En plein milieu d'un moment historique, on se retrouve dans la guerre de Syrie d'aujourd'hui. C'est donc dire qu'il n'y a rien de linéaire dans ce livre. N'attendez pas un livre linéaire. Officiellement, il faut que je le dise, parce que sinon, ce ne sera pas sur la vidéo. Donc, Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po, après avoir enseigné à Columbia, à New York, et à Georgetown, à Washington. Il a été également membre de plusieurs cabinets ministériels. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Une histoire de Gaza, en 2012, Je vous écris d'Alep, en 2013, Les Arabes, leur destin et le nôtre, à la découverte en 2015. Et il a eu des publications de livres dans toute une série de langues, et pas seulement en français. Jean-Pierre connaît la règle du jeu, donc il a 20 à 30 minutes pour présenter son livre. Après quoi, je vous propose qu'on respecte une certaine rigueur intellectuelle qui veut qu'on discute de l'histoire, puisque c'est d'histoire qu'il est question, même si on peut se laisser quelques questions pour la fin sur l'actualité. Mais disons que ce n'est pas une rencontre sur la dernière déclaration du président Emmanuel Macron. Ce n'est pas ça l'objet de notre rencontre. Voilà, donc je propose, si ça vous convient, que nous passions la parole
à Jean-Pierre et ensuite on rentre dans le débat avec vos questions. Merci, cher Dominique. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Est-ce que je parle assez près du micro et assez fort? Parce que ça va? Très bien. Dès que ça ira moins, vous me faites signe, parce que le naturel revient au galop. Je suis quelqu'un qui parle plutôt bas, qui n'aime pas crier, et y compris dans les polémiques publiques, au sens propre comme au sens figuré. Je crois que parfois, la force du propos ne peut qu'être affaiblie par la virulence du ton. D'abord, je suis vraiment heureux de cette rencontre, heureux de l'honneur qui m'est fait de conclure ainsi ces séries de rendez-vous de l'IREMO, avec toutes ces initiatives, cet institut tellement important au cœur de Paris, et dire que je suis touché d'être aux côtés de Dominique Vidal, pour qui j'éprouve à la fois respect et amitié, et ce sont des sentiments qu'on a plaisir à conjuguer dans la même personne. Alors, effectivement, je suis historien. Je l'ai toujours été, même si j'étais aussi pendant près de 20 ans diplomate, en poste entre autres à Damas comme premier conseiller de 1996 à 1999, ce qui veut dire que j'étais souvent chargé d'affaires, parce que les relations bilatérales étaient soumises à toute une série de cycles, souvent liés au statut d'un Premier ministre dans le pays voisin. Et donc, dans ces moments-là, soit l'ambassadeur ne sortait plus, soit il était rappelé à Paris, et je me retrouvais donc propulsé, chargé d'affaires, ce qui m'a permis, à la différence de la plupart des personnes qui parlent, traitent ou prétendent connaître la Syrie, de pratiquer les Assad père et fils intimement, régulièrement, et de n'en tirer aucune gloriole. L'idée d'ailleurs qu'on peut se sentir grandi de faire un aller-retour à Damas comme un petit télégraphiste me paraît tellement hors de ce monde-là. Parce qu'il se trouve que ce monde-là, effectivement, Dominique a eu la gentillesse de le dire, je le porte au cœur, ça n'était pas un choix, ça a été un choc. Et ce choc, je l'ai eu à 18 ans. C'était pas en Syrie que j'allais dans les camps de réfugiés du Liban, les camps de réfugiés palestiniens, c'est un autre choc, vu que j'ai pu y rencontrer Arafat à 18 ans et d'autres personnalités. Mais donc, c'était pas la Syrie, j'y passais. Et j'avais dans mon sac à dos d'autostoppeur des numéros du Monde diplomatique de 1980 avec des articles d'un monsieur Michaud, dont je n'apprendrai que beaucoup plus tard que c'était Michel Seurat qui, par la revue Esprit, nous a livré ce qui, pour l'époque, était la vision la plus courageuse, mais aussi la plus pertinente de ce qu'il appelait l'état de barbarie. Et donc, j'ai découvert la Syrie en 1980. J'y ai depuis vécu donc 3 années, séjourné quelques dizaines de fois, y compris pendant le récent conflit. Et ce qui m'a profondément attaché à ce pays, ce sont les Syriennes et les Syriens. Et je ne vais pas égrener les clichés, quoique ils ont beaucoup de fondements s'agissant de l'hospitalité, de l'humanité de cette population. Mais ce qui, comme historien, m'a le plus conquis, c'était le rapport, et l'expression n'est pas de moi, elle est d'une collègue du Louvre, le rapport organique des Syriens à leur propre histoire. Ce fait que les Syriens sont de plein pied dans la colonnade de Palmyre, dans la vieille ville d'Alep, dans les châteaux de la côte méditerranéenne. Ils y sont, quelle que soit leur confession,
Ils ne se rattachent pas comme musulmans à un élément de patrimoine musulman, comme chrétiens à un élément de patrimoine chrétien. Ils y sont parce que cette Syrie, ce Bilad esh-Sham, ce pays de Cham, Cham étant donc aussi bien la dénomination classique de Damas que celle de la Syrie dite naturelle. Alors on dit naturelle parce que comme il n'y a pas de frontière naturelle, du coup on ne sait pas trop, enfin, on voit quand même la Méditerranée, mais après, est-ce que ça s'arrête à l'Euphrate, est-ce que ça va plus loin, bon. Mais on voit bien que cette Syrie naturelle, ce pays de Cham, il n'a pas cessé d'avoir des frontières différentes au fil des siècles, mais le cœur, ce cœur, il a toujours été là, et ce cœur, ce sont deux villes. C'est Cham, c'est Damas, mais c'est aussi Alep, Alep dont l'étymologie sans doute reconstruite viendrait de Halib, le lait que Abraham aurait distribué au cours de son errance hors de Mésopotamie aux populations locales. Mais ce qui est certain en revanche, c'est que Damas et Alep sont les deux villes les plus anciennement peuplées de l'humanité. Je dis ville parce que j'ai beaucoup de respect pour Jéricho. J'ai eu grand plaisir à visiter récemment Plovdiv, ex-Philippopolis, mais enfin, on n'est pas du tout dans les mêmes continuités historiques, patrimoniales, architecturales, religieuses. Et donc, on a cette continuité, cette force, et en même temps, on a cette Syrie qui se définit aussi parce qu'elle n'est ni l'Irak, donc la Mésopotamie, ni la vallée du Nil, l'Égypte, où il y a eu beaucoup plus tôt des civilisations beaucoup plus construites, mais dont on voit bien que, pour faire très simple, du fait de l'enjeu de l'allocation de la ressource rare qu'est l'eau dans la vallée du Nil ou entre le Tigre et l'Euphrate, très tôt, ces systèmes politiques ont été des systèmes autocratiques, pyramidaux, excusez-moi de la facile référence, alors qu'en Syrie, on a une diversité de biotopes, d'environnements, comme aurait dit Montesquieu, de climats, qui font qu'on va avoir une diversité de populations, de religions, de peuplements, et que cette diversité, c'est ça qui est constitutif de l'identité syrienne, beaucoup plus que telle ou telle caractéristique à laquelle on voudrait la réduire en occultant tous les autres. Ce n'est donc pas un hasard si cette Syrie aussi diverse, je mentionne la vallée centrale, du sud au nord, Alep, Hama, Homs, Damas, mais évidemment la vallée de l'Oronte, le Rab, la plaine du Rab avec Apamée, évidemment la chaîne côtière, qu'on a longtemps appelée Jebel Ansari avant que les Français inventent les Alaouites pas comme population mais comme concept, et que du coup ça devienne la montagne alaouite, alors même qu'on a des populations très diverses qui y vivent. On a les plateaux, le massif calcaire à côté d'Alep, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les villes mortes, mais qui ne l'étaient pas du 3e au 6e siècle, particulièrement florissantes. On a le Golan, qui reste un territoire syrien, on ne le rappellera jamais assez, même si une partie est occupée et unilatéralement annexée par Israël, donc occupation depuis 1967, annexion depuis 1981. On a le Horan, la plaine qui est au pied du Golan, qui était très importante pour le pèlerinage de Damas à la Mecque, vu que c'était là que se faisaient les négociations avec les différentes tribus bédouines pour ouvrir le passage. On a le massif basaltique, connu aujourd'hui sous le nom de Jebel Druze. On a le désert, la Palmyréenne. On a la vallée de l'Euphrate. On a le triangle qu'on appelle la Jazira, la presqu'île, entre justement la vallée de l'Euphrate et le cours du Tigre, qui est aujourd'hui un triangle fiché qu'on appelait à l'époque du mandat le bec de canard, qui est un formidable conservatoire de toute une série de populations. Et donc cette diversité va faire que, sans du tout idéaliser une coexistence qui souvent s'est plus apparentée à la ségrégation qu'au vivre ensemble, mais en même temps,
On a vécu ensemble, on ne s'est pas entretués. On ne s'est pas entretués, ça a duré pendant des siècles et des millénaires. Et aujourd'hui, sur cette terre de Syrie, vous avez des Arabes, ça je crois qu'on est un peu conscient, mais vous avez des Arméniens, vous avez des Kurdes, vous avez des Assyriens, vous avez des Turkmènes, vous avez des Tcherkesses, et encore d'autres groupes, chacun avec sa spécificité linguistique. Vous avez 11 églises officielles, sans compter les dénominations protestantes. Ces églises ayant souvent leur, je cite, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, fin de la citation, dans la vieille ville de Damas. Vous avez toutes les familles de l'islam, le sunnisme, le chiisme, l'alaouisme, les druzes, les ismaéliens, et j'insiste, aucun n'est un rameau des autres. Ils sont chacun des familles constituées, avec leur propre credo. Et l'idée d'assimiler l'ensemble des non-sunnites au chiisme est une insulte à l'intelligence et à l'histoire. Et toutes ces minorités, elles se sont donc créées dans ce laboratoire où on a en même temps ne jamais oublié que Antioche jusqu'en 1939, c'est-à-dire avant-hier, c'était la Syrie. Et du temps des Romains, c'était la capitale de la province romaine de Syrie. C'est la ville où, pour la première fois, les chrétiens ont été appelés chrétiens. C'est pas rien. Outre le chemin de Damas, il est sans doute beaucoup plus important encore pour la constitution d'une chrétienté consciente d'elle-même par rapport à la synagogue de regarder de plus près l'épisode d'Antioche et la controverse entre Paul et Pierre sur la question du baptême et de la circoncision qui aboutit à avoir des chrétiens qui ne sont que chrétiens par la seule vertu du baptême. Et donc sur cette terre-là, on va voir tous les différents rameaux de la chrétienté, mais aussi tous les différents rameaux de l'islam, et je vous l'ai dit, cette diversité linguistique et culturelle. Alors là encore, il ne faut pas idéaliser, mais il faut constater que c'est cette diversité qui fait qu'un Syrien se sent syrien et qui se sent au fond plus à l'aise avec d'autres Syriens de toute autre confession, de toute autre origine, que quand il est dans des milieux plus homogènes en Irak, en Égypte et a fortiori dans la péninsule arabique. Et en même temps, on a cette terre qui va être une terre où se sont forgés toute une série de mythes. Alors je n'y reviendrai pas parce que c'est le propos du livre, mais il faut savoir que dans ma démarche, que j'essaie d'être effectivement une démarche intégrale et donc je l'espère intègre, sans faire les cases qu'évoquait Dominique, eh bien je voulais reprendre aussi l'histoire des mains des bourreaux. Non, non. Assad et Daesh ne sont pas les héritiers d'une histoire glorieuse. Ce sont les produits abominables d'une tragédie absolument moderne. Et il est capital de rappeler cela, non seulement à l'heure où la Syrie souffre un tel martyre, mais à l'heure où, au fond, on essentialise, on culturalise, on trouve une forme de légitimité à la barbarie des uns et à la tyrannie des autres en disant « Ah ben ce n'est jamais que les nouveaux Saladins pour parler des Assad ». Et bon, faut voir qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont accrédité ça et pas les moins éclairés. On pense à Jimmy Carter, par exemple, le nouveau Saladin. Bon, Kissinger lui disait le Bismarck des Arabes. Ça, c'était une autre formation. Mais bon, on pourra aussi en parler. Mais on voit bien ce que signifie le Saladin. Alors, au-delà du paradoxe que Saladin est kurde, et qu'en faire le champion du nationalisme arabe, c'est déjà pas très, très bien connaître ces références. Mais plus pervers encore est cette idée que Abou Bakr el-Baghdadi serait l'héritier d'une lignée extraordinaire. Et on rappelle que Raqqa a été, ce qui est historiquement absolument vrai, une des résidences d'été de Haroun el-Rachid, le calife des Mille et une Nuits. Non mais dans quel délire vire-t-on quand on associe ce truand, ce criminel, à une des plus grandes figures de l'islam.
Et on voit bien comment ces approximations, ces justifications, cette lecture totalement amnésique de l'histoire fait le jeu des bourreaux contre les peuples. Or, s'il y a quelque chose, au-delà des souffrances infligées aux Syriennes et aux Syriens, qui rapprochent les Assad et Daesh, c'est justement qu'ils sont en guerre contre l'histoire de la Syrie. Et qu'ils ont, de manière méthodique, dans les deux cas, mené une campagne de destruction contre le patrimoine, la mémoire, que ce soit à Alep, évidemment. Alors c'était Alep-Est à l'automne dernier, non Ouest, mais dans toute Alep, de toute façon. À partir du moment où on utilise une citadelle comme bastion militaire, effectivement, on voit bien qu'on est prêt à toutes les destructions, mais aussi à Apamé, mais aussi à Palmyre. Il faut voir qu'à Palmyre, il y a une véritable continuité entre les destructions infligées par le régime Assad et celles, j'ajoute tout de suite, bien pire parce qu'irréversible, parce que destruction à l'explosif, tandis qu'à Alep, on peut quand même imaginer, j'ai vu le minaret effondré d'Alep, j'ai vu les photos du minaret de Mossoul, le minaret de Mossoul, il est détruit à l'explosif. Je ne sais pas dans quelles conditions on pourra éventuellement le reconstruire, alors que le minaret d'Alep, les pierres sont là, et les Alepins sont déjà prêts, le moment venu, à le reconstruire. Et cet extraordinaire rapport à leur patrimoine, j'ai vu une autre mosquée dans Alep qui est moins prestigieuse, mais où le minaret était tombé plus tôt, et ils avaient déjà réussi à préserver toutes les pierres avec une notation approximative. Ils disaient c'est pas la peine, si on le reconstruit maintenant, ils vont le démolir tout de suite. Donc on va attendre un peu, et puis voilà. Et puis montrer, et ça, je serai peut-être plus disert dans le débat que nous allons avoir très vite, montrer que cette histoire est une histoire partagée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une terre où des événements aussi fondateurs, dans tous les sens du mot, se sont produits, une terre livrée à une telle barbarie et prétendre que ce qui se passe en Syrie reste en Syrie. Je ne citerai que deux exemples. Le premier, c'est que la diplomatie, au sens où nous l'entendons de manière contemporaine, a en grande partie été inventée en Syrie. La diplomatie, ça veut dire qu'on trouve les moyens de régler par les pourparlers, par la transaction, donc pacifiquement, des conflits qui sinon seraient épouvantables et feraient des victimes innombrables. Alors pourquoi en Syrie ? D'abord physiquement. Il faut voir qu'avant la Syrie, avant le XVIe siècle en Syrie, avant le XVIe siècle à Alep, très précisément, les ambassades, d'ailleurs c'est toujours le terme envoy en anglais, saphir en arabe, c'était itinérant. Un ambassadeur, il allait porter message et présent au chef de l'État étranger et il revenait généralement avec des messages et on espère quelques présents en retour. Mais il n'était pas à demeure. La diplomatie permanente, elle est inventée avant tout à Alep parce qu'il y avait un enjeu essentiel qui était le contrôle de la route de la soie et une compétition entre les différentes puissances européennes, avec la France qui, comme toujours, part très fort, très vite, et puis 1562, mais les guerres de religion, la concurrence avec la Grande-Bretagne, le fait que la Grande-Bretagne se donne une Levant Company qui est beaucoup plus efficace et qui, elle, ne fait pas dans l'exclusion confessionnelle, alors que les Français n'autorisent que les Marseillais parce que les Languedociens, ils sont un peu protestants. Mais on voit qu'à Alep se crée tout à la fois ces pratiques diplomatiques, le fait qu'on a des ambassadeurs de profession, qui ne sont plus uniquement des nobles qui payent leurs charges,
qui ne sont plus uniquement des représentants de la Chambre de commerce, Chambre de commerce de Marseille, Chambre de commerce de Lyon, évidemment pour la soie, mais qui sont des représentants d'un intérêt supérieur qui est celui de la nation et qui va, à partir du XIXe siècle, la grande question diplomatique, c'est la question d'Orient. Et la question d'Orient, c'est quand même centralement la question de Syrie. Et donc, l'idée que c'est dans une ville comme Alep, où cette diplomatie a largement été inventée, que tous les principes du droit international ont pu être aussi systématiquement violés, notamment lors du paroxysme de l'automne 2016, qui a amené l'ambassadeur de France à l'ONU à s'interroger rhétoriquement, Alep serait-il le tombeau de l'ONU? Et on voit que, au fond, ce qui s'est passé là-bas, ce n'était pas uniquement l'histoire d'Alep, c'était l'histoire d'un certain nombre de valeurs du monde dans lequel nous souhaitons vivre. Et puis l'autre parallèle, et je sais qu'il est douloureux, qu'il peut même être risqué, c'est celui des morts par la faim, qui a été au cœur du génocide arménien, dont une grande partie s'est déroulée en terre de Syrie, dans ces villes de la vallée de l'Euphrate, qui aujourd'hui nous apparaissent sur les cartes d'état-major. On dit, ah bah oui, il y a bouclier de l'Euphrate avec les Turcs, il y a les FDS qui arrivent là, il y a les Assad qui arrivent là. Mais dans le martyrologue arménien, la route qui va d'Alep à Deir ez-Zor, c'est la route de l'extermination. C'est la route de Meskéné, c'est la route d'Istip, c'est la route de Deir ez-Zor, où il y a eu énormément de liquidations, et surtout où on a en fait tué par la faim et l'épidémie, beaucoup plus que directement. Et donc, le régime Assad, moi, cette vallée de l'Euphrate, je l'ai parcourue, je n'ai jamais vu le moindre mémorial, la moindre plaque, le moindre élément de mémoire pour dire ceci est arrivé sur cette terre et n'oublions jamais. J'ai connu des grandes familles bédouines, entre autres de Raqqa, qui ont racheté des Arméniens, qui les ont non pas convertis, mais qu'on dit aux Turcs et consorts que c'était des membres de leur famille, que c'était leurs petits cousins, leurs ceci, qui les ont adoptés pour les sauver du génocide. Et ça, dans la mémoire arménienne, on sait qu'en Syrie, il y a eu tous ces actes de courage individuels, et aussi dans la ville d'Alep, où il y avait des véritables réseaux d'exfiltration des Arméniens. Mais il faut rappeler en même temps qu'à Alep, il y avait des marchés d'esclaves pour les enfants arméniens, d'esclaves, où ils étaient vendus, et où il n'y avait où il y avait pléthore de clients, plus encore évidemment pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. Alors pourquoi je parle de ça? D'abord parce que c'est pas quelque chose qui... Le génocide arménien, c'est la Turquie. Le génocide arménien, on pense moins à la Syrie, alors qu'une grande partie a été perpétrée en Syrie. Mais il faut se rappeler que ces mêmes Arméniens qui étaient restés soit en Cilicie, soit dans la province d'Antioche, eh bien, à chaque fois que les Français se sont retirés après l'établissement de la Syrie, ils sont venus en masse parce qu'ils ne voulaient pas rester sur la terre qui avait vu tant de sang et tant d'horreur. Alors pourquoi je parle de cela? Parce que depuis quelques années, en Syrie, la faim est revenue comme arme de guerre. Tout de suite, je précise, ce n'est pas du tout sur les mêmes échelles, mais nous sommes au XXIe siècle. On nous avait dit plus jamais ça. Et ce qui est le plus terrible, c'est que la première fois que ça s'est passé sur une grande échelle, c'est-à-dire où on a su qu'en quelques semaines, il y avait eu des dizaines de morts de faim, c'était à quelques kilomètres des grands hôtels de Damas où siègent toutes les agences des Nations Unies, ainsi que les diplomates qui représentent encore leur pays. Et par chance pour la France, elle a fermé son ambassade à Damas, donc elle n'a pas été associée à cette honte collective. Et ça s'est passé dans un camp palestinien, dans le camp de Yarmouk, dans un camp qui était donc sous l'autorité de l'ONU. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement l'horreur de la faim qui a frappé après ailleurs,
Hein, je ne vais pas égrener la litanie des lieux de ce martyre-là. Et on voit bien qu'il y a eu toutes les armes qui ont été utilisées, mais qu'au fond, celle qui a le plus brisé la résistance, et on l'a vu dans les accords de reddition, parce que ce sont des accords de reddition, qu'on ne nous parle pas d'accords de paix, c'est parce que la population était épuisée par la faim, parce que depuis des mois, elle mangeait de l'herbe et elle mâchait du sable, et que les civils mourraient en allant sur les lignes de front pour essayer d'avoir quelques carottes ou quelque chose qui n'avait pas encore été... Bon, mais c'est pour dire que cette histoire-là, comme toujours, si on n'en retient pas, si on n'en tire pas les leçons, on voit qu'elle est appelée à se répéter, et que ce soit les Arméniens et les Palestiniens n'est évidemment pas indifférent. Donc, je finirai juste pour rendre un hommage à celui qui a été mon directeur de thèse, Jean-Noël Jeannet, dont vous pouvez toujours suivre les productions et les émissions passionnantes, parce que c'est lui qui m'a donné le sens de la concordance des temps. Je n'ai pas du tout fait ma thèse sur le Moyen-Orient, mais cette méthode qui est d'interpeller le présent à partir du passé, c'est celle que j'ai essayé de suivre au fil de ce livre, à la fois pour montrer que cette histoire syrienne, c'est notre histoire, c'est d'ailleurs le sous-titre du livre, mais aussi pour rendre à la fois hommage à ce peuple syrien extraordinaire, qui est porteur collectivement de cette histoire, y compris sur les routes de l'exil. Je l'ai vu dans les camps de réfugiés en Jordanie, où à 40, 50 degrés à l'ombre, ils arrivaient à reconstruire avec les moyens du bord la colonnade de Palmyre, l'amphithéâtre de Bosra, la citadelle d'Alep, la mosquée des Omeyyades, pour emporter avec eux cette partie du patrimoine de Syrie, donc rendre à la fois cet hommage et aussi, même si le moment ne paraît pas s'y prêter, émettre un réel appel d'espoir du fait de la force de ce peuple au travers d'autant de tragédies et de la reconstruction de la Syrie qui viendra immanquablement grâce aux Syriennes et aux Syriens et non pas du fait de je ne sais quel plan arrêté à des centaines ou des milliers de kilomètres de leur pays. Merci de votre attention. Merci beaucoup à Jean-Pierre. Avant de donner la parole à nos amis, je voudrais quand même te relancer sur quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans le livre en le lisant, qui est l'incroyable imbrication depuis des siècles entre l'histoire de France et l'histoire de la Syrie. Et je crois que c'est important, peut-être, avant d'entrer dans le débat, d'en dire un mot, parce que ça situe d'abord une histoire, ça situe des responsabilités. Je ne parle pas d'aujourd'hui seulement, je parle de ce qu'a été le mandat, les conséquences terribles du mandat. Mais je pense aussi aux responsabilités que ça nous donne aujourd'hui. C'est-à-dire on ne peut pas s'abstraire de cette histoire. Nous ne sommes pas un pays occidental parmi d'autres qui seraient concernés parce que tout le monde est concerné. Nous avons, nous, quelque chose dans notre histoire qui, encore une fois, est imbriqué avec l'histoire de la Syrie. Oui, alors évidemment, il se trouve que il y a différentes dimensions à cela. Je mentionnerai à titre de décor historique le fait que la fille aînée de l'Église ne pouvait pas rester indifférente au sort d'un pays qui avait été largement le berceau de la chrétienté, en tout cas de la chrétienté contemporaine, et que ces consuls, tous ces consuls que j'évoquais, non seulement ils essayaient de rafler à Alep les affaires de leurs concurrents britanniques ou vénitiens ou hollandais, mais ils couvraient des activités de prédication qui, comme on ne le soulignera jamais assez en Orient, la prédication catholique se fait chez les chrétiens. Elle ne se fait pas chez les musulmans.
Parce que sinon, on a des problèmes avec les autorités ottomanes. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les Grecs catholiques, les Arméniens catholiques, les Syriens catholiques, tous ces schismes à l'intérieur des chrétientés orientales ont souvent eu pour cause des activités de prédication française, par différents ordres, jésuites, carmes, lazaristes, franciscains, qui étaient placés sous la double protection du roi de France et sur place du consul, et tout ça dans le cadre de ce qu'on appelait les capitulations, qui est un terme impropre parce qu'il donne à penser reddition. Or, en fait, c'était des privilèges d'extraterritorialité, donc de prédication. Et donc, on a même eu à un moment, à Alep, ce que les Grecs orthodoxes appelaient le patriarche des Français, parce qu'il était grec catholique, et c'était lui qui était reconnu par Istanbul, et non pas celui de la chrétienté autochtone. Bon, ça, j'y reviens. La question d'Orient, c'est une question française. Encore plus qu'ailleurs, mais parce que nous sommes pays de débat. Et un des plus grands débatteurs de cette question d'Orient, c'est Lamartine. Donc on voit aux différentes étapes de sa carrière, comme député, c'est quand même symptomatique. Il apprend qu'il est élu député, il vient de quitter Damas. Il connaît la Syrie. Et il a une assez grande lucidité, parce qu'il dit nulle part en Syrie on a fait la guerre pour la religion. Il dit c'est toujours une affaire d'intérêt, une affaire de politique, une affaire de pouvoir, une affaire de rapport de force, de frontières, alors qu'au même moment, la plupart de ceux coreligionnaires en France, évidemment, ne veulent voir que leurs frères maronites contre les affreux druzes, etc., etc. Et évidemment Abdelkader, sauveur des chrétiens de Damas, enfin d'une partie des chrétiens, tous ceux qu'il a pu en sortant sans doute une douzaine de fois pour aller sauver à chaque fois 10, 100, quelques centaines de chrétiens. C'est lui qui les a sauvés, alors que le consul de France, lui, c'est Abdelkader qui l'a sauvé. Donc ces soi-disant puissances, toujours à la bouche les minorités dans un pays où on est souvent toujours la minorité d'un autre, au jour du massacre, elles n'étaient plus protégées que par un chef de guerre qui avait sa smala au sens propre et qui, du fait de son courage et du respect qu'il imposait, de son charisme, a pu sauver ces chrétiens, et ce consul de France, et ce consul de Grèce, et ce consul de Russie, qui, sans lui, aurait été sans doute liquidé. Et puis on a, et là c'est déjà pratiquement avant-hier, on a le mandat français, 1920-1943, où la France, c'est la France bleu horizon, c'était déjà une majorité très forte, qui est complètement habitée. Il faut lire la presse de l'époque, lire les frères Tarot, la littérature du Primat des Gaules, archevêque de Lyon, par cette fraternité avec les maronites du Liban. Et donc la Syrie, c'est ce qui n'est pas le Liban. Et donc la Syrie, on va la découper. On va passer son temps à la découper. Et réellement, un jour, je ferai peut-être ça sur mon blog du Monde, où j'essaie d'interroger un peu l'actualité, mais je livrerai des citations de cette époque en prétendant que c'est des citations d'aujourd'hui, et ce sera assez fou, comme la façon dont tout ce discours dont on nous rebat les oreilles sur les minorités, ils ne veulent pas vivre ensemble. Vous savez, il y a des Druzes, oui, puis il y a les Ismaéliens, puis il y a les Alavites, oui. Mais tout ça, c'est exactement le discours du mandat, parce que au lieu de s'allier la Syrie, on veut la briser. Et hier comme aujourd'hui, on veut la briser en disant ces gens-là n'ont jamais pu vivre ensemble, ce qui est la négation de l'histoire de la Syrie. Là encore, je rappelle, il ne faut pas l'idéaliser. Il y a eu aussi des périodes très sombres. Mais si tant de minorités peuvent vivre en Syrie aujourd'hui, c'est parce qu'elles y ont fait leur place au fil des siècles et des millénaires. Or, on voit les Français
qui, à peine arrivé, crée un État des Alaouites. Alors ça n'a jamais existé de toute l'histoire. D'ailleurs, avant, on ne disait pas Alaouites, on disait Nusayri. Hein. Donc ça aussi, c'est une construction qui est largement liée à un jésuite français qui, d'ailleurs, au début, croyait que les Alaouites étaient des chrétiens égarés. C'est ça le problème avec les religions initiatiques. Mais donc, on crée un État et on borne des frontières. Qui n'ont jamais... Avant, vous aviez le gouvernorat de Damas, le gouvernorat d'Alep. Il n'y avait jamais eu ce type de frontières dont aujourd'hui on voit de nouveau des stratèges au petit pied qui vous retracent des frontières en disant on va mettre les... Bon. On crée un État pour les Druzes, on crée un État d'Alep, on crée un État de Damas. Hein. On fait une autonomie pour Antioche. Alors comme Antioche est un peu chargé, donc on dit Alexandrette, ça passe mieux. Hein, parce qu'on ne sait pas que c'est la même chose. Hein. On donne un statut spécial aux Kurdes, déjà, hein, on n'a rien inventé. Hein. Et bizarrement, ces gens-là se soulèvent contre les Français. Et ils se soulèvent en disant « nous voulons un pays uni ». Comme aujourd'hui, et le drapeau est le même. Le drapeau est le même. C'est le drapeau à 3 étoiles, hein, qui aujourd'hui, comme hier, est le drapeau d'une Syrie qui se veut unie dans toutes ses composantes contre l'oppression. Hein, et ces 3 étoiles, c'est Damas, Alep, et la 3e étoile, c'est toute ville qui veut se joindre justement à cette Syrie unie. Et le drapeau du parti Baas, qui est donc le drapeau du régime Assad aujourd'hui, c'est 2 étoiles. C'était les étoiles de la République arabe unie, donc l'Égypte et la Syrie. C'est-à-dire que c'est un des rares drapeaux du monde qui nie l'existence autonome du pays dont il est l'emblème. C'est assez intéressant. Et en même temps, je crois qu'on peut trouver difficilement image plus claire de la Syrie d'en bas, qu'il ne faut pas idéaliser. Ce n'est pas un pays d'anges, d'enfants de cœur, évidemment. Hein. C'est des femmes et des hommes, mais c'est la Syrie d'en bas. Et la Syrie d'en haut, hein, celle d'une vision où, au fond, l'identité syrienne est dissoute dans quelque chose qui la dépasserait et dont on sait dans l'histoire que ce quelque chose qui la dépasse, la période de 58 à 61, la période de la République arabe unie, est une des pires périodes d'oppression de la Syrie contemporaine. Hein, parce que les Égyptiens se sont littéralement comportés en pays occupé ou en terrain conquis. Ce qui a d'ailleurs favorisé la restauration de l'indépendance de la Syrie en 61, mais elle était déjà très, très affaiblie par cette oppression méthodique de 3 ans, et 2 ans après, elle tombe aux mains du parti Baas, qui est toujours au pouvoir aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est à vous. On a un micro qui circule. Le micro a pour fonction que vous soyez entendu par la vidéo, que beaucoup de gens verront ensuite. À qui? Gilles? Merci. Pour travailler comme historien sur la gauche française et la colonisation, il y a un épisode qui m'intéresse et dont la méconnaissance me frappe. C'est justement à l'époque du mandat, sous le gouvernement du Front populaire, le secrétariat d'État de Pierre Viénot, qui, en marge du ministère des colonies de Moutet, avait en charge la Syrie et le Maghreb aussi, d'ailleurs, dont il s'est moins occupé. Et là, il a préparé un projet d'indépendance de la Syrie qui n'a pas pu être ratifié. Et en tout cas, ça se situe dans une petite fraction, me semble-t-il, de la gauche française qui a tenté d'être anticolonialiste, si je puis dire. Ça sera un peu poursuivi après par son épouse, après son décès, André Viénot, à l'époque de la guerre d'Algérie. Hein. Et on trouve des personnages comme Viénot, des personnages comme Catroux, qui n'est pas spécialement de gauche, mais qui est aussi anticolonialiste. Et voilà, et c'est une partie de notre histoire qui est très méconnue, me semble-t-il. Alors, je plongerai dans votre livre, que je n'ai pas encore lu, mais je vais réparer ça très vite.
Oui, je vous remercie de me donner l'occasion de saluer, parce que de ce moment, il y a eu toute une série d'occasions perdues entre la France et la Syrie. Et celle-là est peut-être la plus regrettable, parce qu'on avait, au bout de 16 ans de mandat, une France qui, de temps en temps, organisait des élections, qui immanquablement donnait une majorité nationaliste, ce qui du coup bloquait le processus institutionnel, alors qu'au Liban, on avait une constitution dès 1926, comme les Syriens avaient l'audace de vouloir demander une constitution qui garantirait leur indépendance. Du coup, on avait des cycles, ce qui n'empêchait pas la France de faire voter. Alors j'insiste là-dessus parce que j'ai encore reçu... moi, mon adresse mail est ouverte, donc je reçois beaucoup de mails. Je ne réponds pas forcément à tous. Mais hier, ils disaient, comment pouvez-vous dire que Assad est un tyran alors qu'il a été élu avec 83% des voix et 74% de participation? Bon, ce ne serait pas aussi atroce, effectivement, ce serait risible. Mais du temps du mandat, il faut voir qu'on avait les mêmes scores, qu'on avait aussi des scores d'approbation, sauf que, maintenant, c'est évidemment un secret de polichinelle, les urnes étaient bourrées par les officiers des affaires indigènes, par les agents du deuxième bureau, qui vont d'ailleurs créer le deuxième bureau au Liban et ce qui va devenir les renseignements généraux, donc les mukhabarat en Syrie. Et que donc, et en même temps, on voit bien que malgré toutes ces manipulations, ça ne marche pas, parce que le résultat n'est pas convaincant. Donc, au fond, les élections ne valent pas ni légitimation, ni institutionnalisation. Le cas d'Assad est à cet égard absolument épouvantable. Donc, en 1936, les Français acceptent de traiter avec les nationalistes, donc qui sont dirigés par Atassi, de la grande famille de Homs. Et la délégation se rend à Paris, et donc on négocie honnêtement. Alors c'est l'ancien diplomate qui vous dit ça. Il faut toujours préciser, il y a négociation, puis il y a négociation honnête. Le régime Assad ne sait pas négocier honnêtement, à supposer qu'il négocie. D'ailleurs, je fais un espèce de rappel des différentes personnes qui ont cru négocier avec Assad, et c'est en fait, on fait autre chose. On négocie pas. Mais revenons à 1936. En 1936, la France va négocier honnêtement. Et on a en septembre un traité qui est donc signé au Quai d'Orsay, dans le salon de l'horloge, par Atassi et Léon Blum. Donc on a enfin ce qui aurait dû être le début, c'est-à-dire une France et une Syrie sur un pied d'égalité. Et une France qui ne cherche pas à s'imposer, mais une France qui négocie pour le meilleur de ses intérêts, une position dominante en Syrie sur au moins 25 ans, avec maintien des bases. Je ne vais pas faire tous les détails. Alors, ce qui est frappant, c'est que, d'abord, dans la négociation, des Français, c'est de la saboter de l'intérieur. Donc là aussi, rien de nouveau sous le soleil. Et ces Français, ce sont souvent ces officiers des affaires indigènes, ces agents du renseignement, qui, eux, vont mobiliser les minorités, entre guillemets. Et donc, là, moi, je rêve d'avoir... J'ai déjà essayé de pousser étudiants et étudiantes dans ça, parce qu'il y a un trésor de l'archive d'exercice. Il y a deux cartons qui sont aussi épais. L'un, c'est des pétitions alaouites pour le traité. L'autre, c'est des pétitions alaouites contre le traité. Sauf que, bizarrement, les pétitions alaouites pour le traité, elles sont vraiment sincères. Alors que les pétitions alaouites contre le traité, il y a toujours la main de tel officier, de tel... Et puis, on trouve quand même des signatures intéressantes. Par exemple, le grand-père de Bachar el-Assad, qui donc écrit « Ah non, monsieur Blum, sauvez-nous de ces affreux arabes, laissez-nous... » Alors, quand on voit après les péroraisons de l'héritier, ça fait évidemment un peu sourire. Mais le plus important, c'est que ces manœuvres ne passent pas. Léon Blum impose le traité aux réticents de l'administration coloniale. On a un moment extraordinaire. Alors bon, les photos de l'époque sont en noir et blanc, mais il faut imaginer les couleurs.
où vous avez la Syrie, en tout cas Damas, Homs, Hama et Alep, qui sont pavoisés aux 2 drapeaux. Le drapeau français et le drapeau aux 3 étoiles. Hein, et donc, vous avez là un moment extraordinaire où effectivement l'histoire aurait pu être complètement différente, y compris d'ailleurs l'histoire du Moyen-Orient, hein, pas uniquement l'histoire de la France au Moyen-Orient. Et qu'est-ce qui se passe ? Le Front populaire, lui, va peu à peu péricliter. Le lobby colonial va se déchaîner, notamment les frères Tarot. J'ai encore revu le pamphlet qu'ils publient à l'époque. Et donc le traité ne sera jamais ratifié, ce qui évidemment place Atassi dans une position intenable. Mais ça, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ce qu'on va faire avec la Turquie. Et donc, pour apaiser la Turquie dans la perspective de la montée des tensions en Europe, eh bien, le Sandjak d'Alexandrette, donc concrètement la province d'Antioche, hein, va y avoir un référendum totalement caricatural, avec positionnement des troupes turques pendant le référendum, et évidemment majorité pro-turque et occupation et annexion de ce qui est aujourd'hui le Hatay, donc le Sandjak d'Alexandrette, ce qui va à la fois faire entraîner des déplacements de population très importants, hein, les Arméniens bien sûr, mais aussi des dizaines de milliers d'Arabes, dont de très nombreux Alaouites qui étaient très présents dans cette région et qui vont se sentir doublement trahis par la France. Et parmi eux, il y a un des pères spirituels du parti basse, Zaki Arzouzi. Tous ces gens-là ayant été évidemment formés à la Sorbonne et retournant contre leurs professeurs les armes qu'on leur avait fort légitimement données. Donc, non seulement l'occasion est perdue du traité en 1936, mais on va délégitimer les nationalistes négociateurs de type Atassi. Et on va avoir une nouvelle génération des bassistes, des communistes, des frères musulmans, qui, eux, sont fascinés par les modèles d'organisation autoritaires, hein, et non plus libéraux ou pluralistes, et qui vont finir par opposer ces armes d'abord à la France, mais surtout aux élites nationalistes de l'après-indépendance en 1943, ce qui va largement contribuer à leur discrédit. Mais enfin, discrédit qui va prendre 20 ans pour arriver à la chute dans les mains du parti basse. On peut dire, c'est pas notre sujet, mais on peut dire que les mêmes causes ont les mêmes effets au Liban. C'est-à-dire que le délitement du Front populaire va amener à des solutions qui sont des solutions que les Libanais payent encore aujourd'hui, quoi. Avec, si j'ose dire, vous évoquiez Katrou. Donc Katrou, c'est le représentant de la France libre pour le Levant. C'est quelqu'un qui a été le supérieur du général de Gaulle quand celui-ci était encore jeune officier à Beyrouth de 1929 à 1931. Il se trouve que Katrou, qui lui a parfaitement compris, il a parfaitement compris quand la France libre s'installe, il faut quand même dire la réalité, hein, dans les fourgons de l'armée britannique en Syrie ou au Liban après avoir vaincu les vichistes, et que l'armée du Levant, je crois qu'ils sont 35 000, il y en a 30 000 qui reprennent le bateau pour rejoindre Vichy à Marseille, hein, il ne reste pas chez les gaullistes. Hein. Donc Catrou, lui, il a parfaitement compris qu'il faut promettre l'indépendance, faire comme si, et puis jouer entre les lignes, alors que De Gaulle est beaucoup plus catégorique. Hein. On verra quand la France sera libérée. Hein. Et d'ici là, il est hors de question de... Donc, tant que Catrou est là, hein, donc c'est ça aussi. Bon, de temps en temps, il y a des généraux qui sont diplomates et des diplomates qui le sont moins. Et Catrou est rappelé à Alger parce que De Gaulle a besoin de lui pour le gouvernement provisoire. Et on a Jean Heuleux, qui est théoriquement diplomate. Enfin, si, il est diplomate, mais il n'est pas du tout diplomate de tempérament. Et donc, il aboutit à ce petit miracle d'amener les Syriens et les Libanais à l'indépendance ensemble, par une répression qui est tellement brutale qu'elle fait l'union des Syriens et des Libanais ensemble. Et au Liban, elle fait l'union, donc, Béchar al-Khouri et Riyad el-Solh, le fameux pacte national, qui est conclu dans les prisons, j'ose pas dire les geôles, quoique, hein, parce que les Français ont vraiment traité tout le monde, pour une fois, de la même façon. Et du coup, on crée un sentiment d'unité,
hein, qui a permis à la fois aux Syriens, aux Libanais, c'est important de le souligner, d'arriver à cette indépendance encore formelle ensemble, et en même temps aux Libanais d'arriver à cette idée, bien, Riyad el-Solh accepte un Liban qui ne soit pas la Syrie et qui ne soit pas pan-arabe, et Béchar el-Khouri accepte un Liban arabe qui ne soit pas uniquement identifié à la population maronite. Tu signales d'ailleurs que la phrase qu'on décrit comme prémonitoire et philosophique du général de Gaulle n'était pas vraiment ce qu'on lui fait dire. Ah ben c'est même exactement le contraire. Bon, vous savez, avec la Syrie, vous avez une petite boîte de citations, et puis vous avez les bons esprits qui vous les sortent, mais alors totalement à contre-temps. Hein. Le chemin de Damas, je ne vais même pas y revenir. Mais alors l'Orient compliqué, c'est extraordinaire. Parce que l'Orient compliqué, alors on vous dit ça pour évidemment dire oh là 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 là, vers l'Orient compliqué, je m'envolais avec des idées simples, oh là 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 là. Donc il faut laisser Poutine s'occuper de tout ça, hein, au fond. Hein, c'est à ça que ça arrive aujourd'hui. Hein. Mais c'est pas du tout ça. En fait, l'Orient compliqué de Gaulle, c'est l'Orient des nazis, des Anglais, de Vichy. C'est absolument pas l'Orient des Orientaux. D'ailleurs, on aurait peut-être aimé que De Gaulle intègre un peu plus les Orientaux dans sa vision de l'Orient. C'est un autre débat. Donc l'Orient compliqué aujourd'hui, ce serait l'Orient de l'ONU, ce ne serait pas du tout l'Orient sur place. Et on voit bien d'ailleurs que cet Orient compliqué-là, l'ONU, est à mon avis beaucoup plus une partie du problème qu'une partie de la solution. D'autres questions, madame, monsieur? Je vous en prie. Bonjour. Ma question, c'est d'un point de vue historique. Est-ce que la femme syrienne a déjà réussi à s'imposer au niveau de l'histoire ou pas du tout? Alors moi, je vais vous répondre. Est-ce que la femme française a réussi à s'imposer au niveau de l'histoire? Parce que vous voyez, quand on pose ça, c'est un peu... donc, ça veut dire quoi, s'imposer au niveau de l'histoire? On a quand même des cas de femmes féministes D'accord. En France. Est-ce qu'en Syrie, il y a déjà des diplomates, des femmes, au niveau du gouvernement syrien, des choses comme ça? Ah bah vous aviez une reine, hein, qui était une femme, hein, Zenobia Palmyre. Mais c'est pour ça que je vous demande le sens de votre question. Alors, Alep, une partie des émeutes du XVIIIe siècle contre les Ottomans sont menées par des femmes. D'ailleurs, en 1750, si je me rappelle bien, c'est peut-être 52, c'est peut-être 53, mais je crois que c'est 50. C'est un groupe de femmes qui montent en haut du minaret et qui insultent le gouverneur ottoman. Non, quand même, les deux prises de pouvoir symboliques et publiques sont très fortes. Hein. 3 seront exécutées, les autres seront un peu bastonnés, mais elles obtiennent le départ du gouverneur ottoman. C'est à Alep que, on a quand même une historiographie qui est assez lacunaire là-dessus, qu'on estime que la première manifestation de femmes s'est déroulée dans le monde arabo-musulman. C'était à la fin du XIXe siècle. Et c'était pour exiger la libération de Abdelrahman Kawakibi, le cheikh alépin, qui était une grande figure des Lumières. Alors, moi, je vais vous parler de ce que je connais le moins mal, qui est au sein de la révolution syrienne. Il est évident que sans les femmes, cette révolution n'existerait plus depuis longtemps. Hein, et pas uniquement parce qu'elles font à manger ou qu'elles entretiennent le foyer, etc. Mais parce que, et là vous pouvez le trouver de manière très très forte dans les romans de Samar Yazbek, hein, notamment Les Portes du Néant, c'est la structure de cette Syrie d'en bas, c'est très largement une structure féminine. Hein. Et aujourd'hui, ce qui est très frappant dans la Syrie, et ça saute aux yeux des observateurs, hein, y compris les plus encadrés, notamment, là j'ai un ami du New York Times qui est allé très très encadré par le régime à Alep, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'hommes. Enfin, il y a des enfants et il y a des vieillards. Parce que les hommes, soit ils étaient dans la Révolution, soit ils étaient combattants, soit de toute façon on les rafle pour le service militaire. Donc aujourd'hui, il y a toute une forme de résilience de la Syrie concrète, hein, où qu'elle soit sous le contrôle d'Assad, sous la botte des uns ou des autres, ou dans les zones révolutionnaires,
qui est fondamentalement féminine. Alors je ne sais pas si c'est pour vous, si ça répond à votre question, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais envie de commenter. Si je peux me permettre d'ajouter qu'en France, on a quand même le don de se féliciter extrêmement, fortement de nos grandes conquêtes féministes. Il aura fallu attendre 2017 pour que moins de 40% des députés soient des femmes. Moins de 40%, 39%. Quand même, je veux dire, on a là une petite question. La capacité qu'on a à donner des leçons au monde entier est toujours, je ne dis pas ça pour vous, mais en général, est toujours à relativiser en fonction de la réalité de nos propres... moi, je sais que dans l'entreprise, une grande entreprise française semi-publique où travaille ma femme, il y a un écart de 22 à 23% des salaires entre hommes et femmes. Voilà. Donc, je dis ça maintenant, pas il y a 10 ans, maintenant. D'autres questions, monsieur ? Merci. J'ai deux petites questions à vous poser. En 2011, la révolte, les manifestants réclamaient la dignité et la démocratie en Syrie. Et c'est la même chose en Égypte, place Tahrir. Et les Saoudiens, j'ai l'impression, sentaient quelque chose qui leur faisait mal aux oreilles, la démocratie et la dignité humaine. Et je pense qu'ils ont joué, me corrigerez, quelque chose, un rôle important dans cette effervescence de la réaction extrémiste islamique actuellement, le Daesh en particulier, qui est quand même un produit idéologique et financier, d'une part. D'autre part, j'entends parler dans les discussions, dans la presse, un certain nombre de chefs d'État en Occident qui considèrent que Assad peut se maintenir moyennant un aménagement, je ne sais pas lequel, mais c'est incompréhensible. Plus de 400 000 morts, et on laisse le destructeur de ce pays continuer. C'est dans l'esprit de ces chefs d'État, d'un certain nombre de chefs d'État en Occident. Oui, alors, moi, je parle de révolution depuis le 15 mai 2011. Je ne pense pas que c'était une révolte, même si au début, les manifestants voulaient des réformes. Ils voulaient la levée de l'état d'urgence, ils voulaient la libération des prisonniers politiques et ils voulaient des élections libres. Le régime a tiré à vue. Donc le mouvement qui aurait peut-être pu être calmé si des réformes substantielles avaient été accordées, est devenu révolutionnaire. Mais il est devenu révolutionnaire avec cette force et cette faiblesse de la Syrie d'en bas. C'est-à-dire, il était fondamentalement assis sur ce qu'on appelait les tansikiyat, c'est-à-dire les coordinations locales, où là encore, j'insiste sur le rôle des femmes. Et d'ailleurs, mon livre est en partie dédié à une femme, Razan Zeytouneh, qui a été pionnière de ces coordinations, mais donc avec une plateforme démocratique agréée par le bas, mais une incapacité qui est devenue de plus en plus grave à penser et à organiser la lutte armée face à un régime qui ne comprenait que la force. Et donc c'est cette militarisation par défaut et à rebours, à partir de l'hiver 2012, qui a peu à peu totalement dévié ce mouvement révolutionnaire de ses objectifs initiaux. Et c'est là, j'ai pris un peu de temps, où on retrouve l'Arabie saoudite. Bon, il est évident que dans cette partie du monde, vous avez deux théocraties contre-révolutionnaires qui sont l'Arabie et l'Iran. Mais simplement, quand on dit l'une, il faut dire l'autre. Il ne faut pas dire que l'islamisme, il est que sunnite, que le djihadisme, il est que sunnite, et que oui, la théocratie iranienne, elle serait progressiste, éclairée, ou je ne sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. Donc, de toute façon, l'Arabie saoudite avait bien prouvé ses visées contre-révolutionnaires dès mars 2011, dès le lendemain du début de la révolution syrienne, en intervenant à Bahreïn pour y écraser avec les Émirats, avec qui ils sont de nouveau en affaires, si j'ose dire,
la contestation populaire et démocratique dans ce pays. Donc l'Arabie a très clairement favorisé des groupes de type salafiste contre les groupes de type démocratique et progressiste en Syrie. Daesh, je ne vous suivrai pas parce que Daesh est toute une autre histoire que je ne vais pas évoquer ici, qui est avant tout irakienne et qui est projetée sur la Syrie à la faveur d'une conjonction entre le régime Assad et la direction de Daesh qui leur permet de prendre pied à Raqqa en avril 2013 et d'y être encore aujourd'hui. Alors, moi j'ai été, je le rappelle, diplomate pendant une vingtaine d'années, donc je peux peut-être moins mal comprendre que d'autres les processus qui amènent des dirigeants à dire « ah ben, il n'y a qu'à ». Parce qu'effectivement, il n'y a qu'à, c'est quand même plus simple. Hein. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'on est face à un vampire. Un vampire qui, juste pour rester au pouvoir, n'a pas hésité à... bon, vous dites 400 000, moi je pense que c'est au moins 1,5 million de personnes, ce qui veut dire au moins 1 million de blessés graves sur un pays de 22 millions d'habitants. Donc le déplacement forcé de la moitié de la population. Hein. Tout ça pour rester au pouvoir. Donc la réponse, elle est déjà dans cet énoncé, d'autant que l'armée d'Assad, bon, les dernières estimations que j'ai lues, il y avait 300 000 combattants au début de la révolution. Aujourd'hui, on aurait 20 000 actifs. C'est-à-dire concrètement que l'armée d'Assad n'est plus qu'une garde prétorienne qui défend le cœur névralgique du régime. Les Russes et les Iraniens Les Russes, les Iraniens et les milices pro-iraniennes. Hein, donc ne jamais oublier Hezbollah, ce qu'on appelle la mobilisation populaire en Irak, Hashd al-Sha'bi, et de plus en plus des Afghans et des Pakistanais. Hein, donc il faut quand même imaginer ce qu'a signifié pour Alep le fait d'avoir des milliers d'Afghans et de Pakistanais qui occupent la ville. Hein, et on avait encore des bons esprits qui parlaient de libération. Hein, donc, sans compter que l'historien est obligé de rappeler que la présence perse à Alep, il faut remonter avant l'islam pour trouver une intervention. Donc, on est à plus de 14 siècles. Donc, il n'y a pas du tout on est dans quelque chose de nouveau. Simplement, vu les rapports de force qui ont été créés sur le terrain par les Russes, les Iraniens et leurs protégés, si on veut aller à l'encontre, ça implique effectivement des décisions très douloureuses, hein, pour un résultat très aléatoire. Donc, il y a une tendance lourde qui est en fait de ripolliner tout cela, hein, en disant, bah oui, après tout, le moindre mal... Sauf que, même si on veut faire ça, on ne peut pas faire l'impasse sur la résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU à l'automne 2015, hein, une des rares résolutions qui n'a pas succombé au veto russe ou au veto chinois d'ailleurs. Et là, on parle explicitement de transition politique. Donc, même dans le plus accommodant des scénarios, Assad doit partir. Et si ce n'est aujourd'hui, en tout cas, au terme d'un processus dont la fin est connue, quelles que soient les modalités de mise en œuvre. Monsieur ? Bonjour. Je voudrais juste revenir à ce que vous disiez au début. Donc, vous parliez de l'histoire et de sa révision avec les personnages que vous citiez de l'histoire du Moyen-Orient. Je voudrais que vous reveniez un peu à quel moment a commencé à apparaître ce concept cette révision de l'histoire à partir de la révolution syrienne, n'est-ce pas? À quel moment on voit apparaître ces idées? Et d'autre part, je voudrais un peu savoir si ce n'est pas une tendance, entre guillemets, lourde,
qui quelque part aussi apparaît chez nos historiens ici en France ou en Europe? D'abord, merci. Bon, je vais essayer je ne pourrais pas donner une réponse exhaustive, mais la révision de l'histoire, elle ne date pas du tout de 2011. Hein. Vous avez une révision mandataire. On réécrit l'histoire de la Syrie, l'histoire des croisades, le fait que ce serait une nouvelle croisade. On réécrit l'histoire des Alaouites. Donc à l'époque, on ne dit pas oui, c'est des chiites dissidents. On en fait au contraire l'équivalent syrien des maronites. On réécrit l'histoire des tribus, on réécrit l'histoire des Kurdes, on réécrit l'histoire. Donc et heureusement, vous avez dès le mandat une école orientaliste. Orientaliste, ce n'est pas un gros mot, c'est une discipline scientifique. Et vous avez l'Institut français d'études arabes de Damas, qui s'est installé au cœur même de la vieille ville à l'époque, dans le palais Azem, et qui mène un travail extraordinaire. Et au jour d'aujourd'hui, moi, pour ce livre, je reconnais volontiers la dette intellectuelle que j'ai à l'égard des Sauvager, des Bianchis et autres personnes qui ont fait de l'histoire syrienne, avec leurs collègues syriens, ce qu'on connaît aujourd'hui, et qui ont justement montré les subtilités, les transitions, les amalgames tout au fil de cette histoire. Bon, après, vous avez le parti Baas, donc 1963, les Assad à partir de 1970, qui lui va complètement réécrire l'histoire. Alors, si vous voulez vous amuser, vous lisez l'Arabe du futur de Riyad Sattouf, où vous voyez ce que le malheureux est obligé d'apprendre dans son école de la banlieue de Rif Homs, de son village, plutôt de la campagne de Homs. C'est absolument aberrant. Puis avec des grands moments d'humour noir, hein, du genre quand vous arrivez au Musée national de Damas avec la tablette d'Ougarit, hein, les Arabes ont donné l'alphabet au monde. Les Arabes. Ougarit. Voilà. Donc il y a des Arabes. Les Arabes sont là. J'ai vu quelques manuels du Rojava. Il y a des Kurdes depuis très longtemps maintenant aussi. Hein. Apparemment, les Kurdes, c'est aussi, ils étaient là il y a très très longtemps. Voilà. Puis ils étaient pacifiques. Et puis les autres faisaient la guerre. Bon, passons. Donc tout ça, on voit bien que c'est des projets de parti, hein, d'une histoire d'État. Et puis vous avez aujourd'hui c'est pour ça que moi j'ai voulu faire ce livre, le fait que quand on a déjà lu la fiche Wikipédia sur l'histoire de la Syrie en 3 pages, on pense que on a un background historique. Et puis les gens vous ressassent les mêmes clichés, et puis vous avez l'anthropologie coloniale que j'ai dû quand même contre laquelle j'ai dû ferrailler sur quelques plateaux, y compris de la part de grandes personnalités de la République, hein. Et tout ça, donc tous ces clichés qui sont recyclés, qui sont banalisés, et évidemment qui trouvent une oreille attentive, hein, du côté des dictatures, qui les répercute, hein. Et puis là, je vais dire quelque chose de grave, mais qui moi m'a beaucoup affecté depuis le début de cette tragédie. C'est que quand on est impuissant à sauver les victimes, généralement on accuse les victimes. C'est un processus universel. Universel. Hein, il y a toujours un moment où les victimes, ça doit être quand même un peu leur faute, parce que sinon on les aurait aidées. D'ailleurs, on aurait voulu les aider si elles avaient été un peu plus coopératives, compréhensives, si elles avaient eu par exemple un parti unique, avec un seul chef, plutôt que d'être là démocratique, à arrêter de se disputer avec une direction plurielle, avec une majorité, une minorité. Oh là 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 là, au moins c'est pratique de l'autre côté. Hein, il n'y a qu'une tête qui dépasse. Hein. Et donc c'est ce processus qui, moi, m'a beaucoup affecté. Hein. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce livre. Je voudrais, c'est pas un détour, mais je voudrais quand même tu nous dises quelques mots là-dessus. On a un vrai problème d'histoire aussi en France. C'est-à-dire, quand on prend ne serait-ce que l'affaire des révolutions arabes, il faut quand même dire que, avec un peu de recul maintenant, on a eu une étrange euphorie qui était déraisonnable dans l'excès d'attente, qui s'accompagnait d'une vraie difficulté à analyser les phénomènes en cours.
Moi, je reste très attaché, je ne sais pas ce que tu en penses, à un certain nombre de points soulignés par Gilbert Achcar pour dire attention, c'est pas seulement la liberté, c'est aussi une situation économique et sociale insupportable pour des populations entières, une jeunesse sans avenir, etc. Donc, et puis, tout ça, maintenant, on fait comme si c'était une parenthèse terminée, tout est fini, alors que, me semble-t-il, je ne sais pas ce que tu en penses, on est dans une phase contre-révolutionnaire forte, doublement, enfin, sauvage, saoudienne et iranienne, mais qui a de fortes chances de ne pas venir à bout de nouvelles vagues révolutionnaires. C'est-à-dire on est quand même dans un phénomène de longue durée, pas un phénomène purement conjoncturel. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, moi j'ai dit depuis le début, j'ai publié dès juillet 2011. Donc ça veut dire comme que je l'avais écrit un peu avant. Je n'ai pas beaucoup dormi. La révolution arabe. Je ne pensais pas que ça a dit leçon sur le soulèvement démocratique. Je ne pensais pas du tout que les révolutions allaient triompher partout, mais je me disais ça va très vite devenir tellement complexe, tellement touffu, qu'il faut essayer de poser quelques jalons pour comprendre ce qui est le début d'une phase révolutionnaire du fait de la banqueroute de tous ces régimes. Bon, je ne vais pas répéter les chiffres sur le régime Assad. Si on ne considère pas qu'un régime comme ça est failli, je ne sais pas quel régime est failli au monde. Donc on voit bien que ces régimes ne tiennent que, alors j'ai écrit ça ailleurs, je vais retravailler là-dessus, que par des rentes extérieures. C'est-à-dire que pour arriver à survivre à leur peuple, il faut qu'ils soient branchés sur des circuits de recyclage de la rente pétrolière ou de la rente, entre guillemets, antiterroriste. Et ou de la rente antiterroriste. Donc ça évite d'être comptable devant son peuple. Et pourquoi la Tunisie, à mon avis, la raison principale du fait que la Tunisie a réussi sa transition constitutionnelle, les défis sont encore immenses, c'est qu'en Tunisie, il n'y a pas d'économie de rente. Le pouvoir est responsable devant la population. Alors, à mon avis, l'armée, c'est une conséquence de la rente parce qu'on voit que les systèmes militaires sont toujours branchés sur des systèmes de rente hydrocarbures ou stratégiques. On pense, c'est ce que j'ai appelé les Mamelouks modernes, mais c'est un autre débat. Donc, mais sur l'histoire, il y a un vrai point. Et là, je sais qu'il y a toute une série de travaux, entre autres par de jeunes historiennes et historiens qui sont menés. Il y a toutes les réflexions de Leïla Dakli et d'autres collègues pour revisiter l'héritage libéral arabe. Ça n'est pas vrai que les Arabes sont passés directement de la colonisation à la dictature. Ça n'est pas vrai. Et donc, on a partout eu, sous des formes ou sous une autre, des expériences pluralistes. Et ce qui est très frappant en Syrie, c'est que c'est l'expérience pluraliste la plus longue. C'est-à-dire qu'en Égypte ou ailleurs, le premier coup d'État, c'est le dernier. C'est-à-dire qu'après, de toute façon, c'est fini. Après, on a Nasser, puis on a Kadhafi, etc. Non, mais une longue période. Oui, mais pas après 52. Ce que je veux dire, c'est que quand on a le coup d'État de type nationaliste arabe, c'est terminé. Tandis qu'en Syrie, il y a Zaïm, il y a Hinawi, il y a Shishakli, il y a la République arabe unie. Et à chaque fois, le système a suffisamment de vitalité pour essayer quand même de redevenir pluraliste. Alors que 52, il y a la tentative de 54, mais c'est fini. Après, c'est fini. Neguib est balayé, c'est fini. Donc, en Syrie, il y a cette endurance du pluralisme. Et c'est là où, comme historien, aux côtés des économistes, des sociologues, des anthropologues, des démographes, des politologues, j'espère que je n'en ai pas oublié trop, on a notre contribution à faire avec notre discipline, qui est de dire il y a une histoire de la pluralité. Il y a une histoire du respect de l'autre et du respect des minorités. Il faut arrêter de nous dire que l'alternative, c'est dictature des uns ou dictature des autres. Vraiment, je suis enchanté. Je suis à l'épin. Vous parlez à mon cœur. Ah bon. Je suis à l'épin. Né à Alep. Qu'est-ce que je vois?
je voudrais vous poser une seule question. Ne croyez-vous pas que la Syrie, par sa position géographique, c'est comme un métronome, tantôt penché vers l'Égypte et l'Arabie saoudite, et tantôt l'Irak et l'Iran. Et les conséquences sont là. C'est exploité continuellement dans l'histoire. Alors, bon, je n'irai pas trop loin dans la métaphore du métronome, mais il est certain que vous avez les pôles extérieurs qui s'agitent. Mais on peut dire aussi que l'ensemble de l'histoire du Moyen-Orient, il repose sur ces trois pôles, et que très souvent la Syrie a été un pôle majeur, et qui non seulement ne dépendait ni des uns ni des autres, mais assujettissait les uns et les autres. Que ce soit le premier empire chrétien d'Orient, que ce soit la première dynastie de l'islam, les Omeyyades, que ce soit Saladin. Donc il n'y a pas de fatalité à ce que la Syrie soit écartelée. Et au contraire, si, mais on a quand même le droit de faire de l'Uchronie de temps en temps, si ce mouvement avait pu triompher, il aurait évidemment eu des conséquences majeures sur les deux autres pôles. C'est pour ça que la République islamique d'Iran, la ligne rouge, ce n'était pas Assad, la ligne rouge, c'était il faut écraser la révolution, sinon la contestation reprend chez nous, comme en 2009. Et Égypte-Arabie, bon, j'ai essayé d'expliquer rapidement, c'était plus compliqué, mais l'obsession était la même si l'engagement a été plus indirect. Bonjour. D'une part, j'aime beaucoup votre commentaire sur la rente, et moi, ça me rappelle un grand écrivain qui est mort à Damas, justement, un écrivain d'origine irakienne qui s'appelle Abdelrahman Mounif, qui a écrit Les Cités du sel, et qui parlait en fait de la rente, des dictatures de rente, en fait, dès les années 50-60, ce qui a été repris par un autre journaliste et chercheur anglais qui s'appelle Brian Whittaker, que vous connaissez peut-être du Guardian. Bon, et par contre, ma question, c'était... je ne sais pas si c'est du wishful thinking ou quelque chose que j'espère, mais est-ce que les intérêts, par exemple, iraniens et russes sont à ce point divergents en Syrie qui pourraient éclater en confrontation entre ces deux parties-là, qui sont les deux mamelles du régime Assad, avec évidemment, oui, le Hezbollah, le Kataib Hezbollah irakien, les yéménites mercenaires houthiste et d'autres que vous avez mentionnés. Est-ce que ça pourrait vraiment... il pourrait y avoir conflit parce que leurs objectifs stratégiques ne sont pas les mêmes, bien qu'ils sont, pour l'instant, en train de défendre becs et ongles ce régime de vampires, comme vous l'avez dit. J'aime beaucoup ce terme-là aussi, et il est très adéquat. Donc ce sera la dernière question. Encore une. Donc l'avant-dernière, la dernière c'est pour Dominique. Donc non, c'est même pas la peine de faire de wishful thinking, parce que c'est faire comme si Assad pouvait être réduit à l'équation de ses parrains extérieurs. Or, Assad, il a, comme on disait en sciences politiques, une autonomie propre. Et cette autonomie propre, il l'a prouvé. Il a brûlé son pays. Et il brûlera encore plus. Donc, de toute façon, tout mouvement, parce que tout mouvement vers un après-Assad impliquerait des signes annonciateurs. Ça ne se ferait pas du jour au lendemain, parce que bon. Or, c'était le père d'Assad qui disait, il ne l'a pas dit devant moi, mais c'est quand quelqu'un pense du mal de moi, je le sais avant lui. Donc il faut voir qu'Assad, il n'a que ça à faire. Et que si nous, dans le quartier latin, on est en train de se dire peut-être qu'un jour les Russes ils vont le lâcher en contradiction avec les Iraniens, vous pensez bien qu'il a préparé 30 coups à l'avance. Et qu'il a éliminé toutes les personnes qui pourraient servir d'alternative. Et qui s'est mis en affaire avec tous les barons du régime iranien ou tous les mafieux russes qui lui permettront d'anticiper cette évolution. Donc il est certain qu'aujourd'hui, les diplomates pour lesquels j'ai le plus profond respect disent « Ah, quand même, ce serait bien, on va vraiment dialoguer avec les Russes, et puis du coup, ils vont être en contradiction avec les Iraniens, et du coup, Assad va tomber. » Non, ça n'arrivera jamais. Jamais. Je ne dis pas que ce ne serait pas peut-être le moins pire des scénarios, mais ça ne se passe jamais comme ça. Parce que en outre, je pense que le scénario le plus plausible,
qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et lui, de se préparer. Bon, là, sur mon blog, pas le dernier, mais l'avant-dernier, j'ai parlé de cette poche qu'il y a dans le désert syrien, Tanaf. Alors évidemment, moi j'en parle depuis 2 ans. Tanaf. Bon, moi je connais Tanaf, mais vraiment, il y a pas... c'est pas grand-chose. Vous pouvez avoir la première vraie crise américano-russe qui éclate à Tanaf. Et dans ces cas-là, les Russes ne peuvent pas laisser tomber le Hezbollah, les gardiens de la Révolution. On est dans une situation de western. Vous avez, je ne sais pas combien d'Américains et de Britanniques avec des révolutionnaires syriens qui sont encerclés par des milliers de Hezbollah et de gardiens de la Révolution iranien. Avec, dès qu'il y en a un qui avance, bon, pour l'instant, il y a eu une 15aine de morts, sans doute du Hezbollah tué par les Américains, 2 drones qui ont été abattus, un avion. On est aux phases d'approche. Et pourquoi ça se passe là? Parce que c'est qui va aller vers la vallée de l'Euphrate, qui va aller vers Deir ez-Zor? Est-ce que ça va être le régime ou ça va être donc les Américains pour faire la jonction un jour avec Raqqa? Donc, vous pensez bien que dans cette configuration, Assad, il est tranquille. Jamais les Russes et les Iraniens ne vont rentrer en contradiction à son sujet, parce que leur objectif, ce sera de tenir tête dans un rapport de force qui va bien au-delà de la Syrie à l'administration Trump. Je me permets donc une dernière question, un tout petit peu chaude. Le président Emmanuel Macron a fait des déclarations sur la Syrie. Je ne te propose pas de les commenter, ce n'est pas ça le sujet. C'est comment expliquer que aussi vite, le président de la République se précipite sur une position qui n'était quand même pas celle, fondamentalement, de la diplomatie française. Je crois, là aussi d'expérience, que un nouveau chef d'État veut marquer sa différence. Et il y a des sujets où la différence peut paraître plus difficile à trancher, et d'autres où, au fond, cette espèce de bon sens près de chez nous peut fournir un kit, en tout cas de déclaration, parce que concrètement, il faut voir que ce, entre guillemets, aggiornamento n'a absolument rien changé à la position de la France. Donc on est purement dans le déclamatoire. Mais je voudrais, et je sais que ce n'est pas forcément tendance, rendre hommage à François Hollande. Sur la Syrie, pendant 5 ans, il a tenu avec un courage, une intégrité, une constance, une politique qui ne lui rapportait rien, ni en termes extérieurs, ni en termes intérieurs. Il l'a fait, il n'a jamais cédé. Et ce que Le Monde a appelé le testament syrien de François Hollande, qui a été publié sur 2 pages avant les élections, est pour moi, comme citoyen, comme historien, comme ancien diplomate, vraiment un texte très impressionnant de lucidité et d'humanité. Et c'est cette France-là qui, de toute façon, prévaudra, et pas seulement dans les livres d'histoire. Merci beaucoup.